La panique a le goût du gin bon marché et du cuivre. Nora avait 2 secondes avant que les doigts de son ex ne se referment sur son bras. 2 secondes pour prendre la décision la plus insensée de sa vie. Elle s'est jetée dans la loge VIP plongée dans l'ombre. Et elle est tombée sur les genoux d'un inconnu en costume sur mesure. Il n'a pas tressailli. Il ne l'a pas repoussé. Au lieu de ça, une main lourde et calleuse s'est posée sur sa taille. Une voix rauque comme du gravier a murmuré à son cou. « Suivez mon jeu ». La lumière des néons filtrait à travers la buée sur les fenêtres du Velvet Room. Elle projetait des traînées violettes et brisées sur le visage pâle de Nora. Elle gardait la tête baissée. Ses doigts tremblants, aux jointures blanches, serraient une pochette en faux cuir bon marché. Elle contenait exactement 42 $, un téléphone portable sans batterie et une bombe lacrymogène volée. Elle respirait par la bouche. L'air du club souterrain était épais. Il était chargé d'odeurs de parfums de luxe, de bourbons renversés et de cigares importés. Cela lui prenait à la gorge, et elle avait du mal à déglutir. Ce n'était pas son monde. C'était une femme qui enchaînait les services dans un restaurant. Un endroit qui sentait en permanence la graisse et le café brûlé. Sa place était dans un bus de ville, pas caché dans le coin d'un bar clandestin. Un bar où le prix d'entrée dépassait son loyer de la semaine. Mais Cameron était là, dehors. La simple pensée de son nom lui contractait les muscles du cou. Cameron Davis n'était pas un monstre qui se cachait dans le noir. C'était le monstre qui souriait à la caissière, tenait la porte aux personnes âgées et charmait tout son entourage. Il était beau, ambitieux et complètement vide. Pendant 2 ans, Nora avait laissé ce vide l'aspirer jusqu'à la moelle. Il avait systématiquement démantelé sa vie. Il l'avait isolé de ses amis avec des inquiétudes qui paraissaient calmes et raisonnables. Il avait vidé ses économies pour financer ses start-up. Il l'avait laissé se noyer sous les dettes de cartes de crédit. Quand elle a enfin trouvé le courage de faire un seul sac et de partir, elle pensait avoir tout planifié à la perfection. Un billet de bus payé en liquide pour quitter la ville, un téléphone prépayé. Mais Cameron trouvait toujours un moyen. Il savait toujours. Il l'avait rattrapé au terminal. Elle avait vu son reflet dans la vitre d'un distributeur automatique. Ce sourire facile et terriblement calme sur son visage, tandis qu'il balayait la foule du regard. Elle n'a pas réfléchi. Elle a juste couru. Elle a dévalé le trottoir glissant et détrempé par la pluie. Elle s'est engouffrée dans la ruelle la plus proche. Puis elle a franchi les lourdes portes en laiton du Velvet Room, se faufilant devant un videur distrait. Maintenant, elle était piégée. Nora pressa son dos contre le mur de velours frais d'une alcôve sombre près des toilettes. La basse sourde du système audio du club vibrait à travers le plancher, faisant claquer ses dents. Elle risqua un coup d'œil dans la salle. La clientèle ici portait des costumes sur mesure et des robes qui ressemblaient à de la soie liquide. Ils buvaient dans des verres en cristal et parlaient à voix basse, d'un ton confiant. Puis elle l'a vu. Cameron avait réussi à entrer. Il se tenait près du vestiaire, déboutonnant nonchalamment son trench coat humide. Ses cheveux étaient plaqués en arrière, parfait comme toujours. Il n'était pas agité. Il n'avait pas l'air d'un homme traquant une femme terrifiée. Il avait l'air d'un homme cherchant un portefeuille égaré. C'était la chose la plus terrifiante chez lui. La certitude absolue qu'elle lui appartenait. Il commença à se déplacer dans la foule. Ses yeux, froids et analytiques, balayaient les loges, le bar, la piste de danse. Il vérifiait les sorties. Il vérifiait les zones d'ombre. Nora sentit une sueur froide perler le long de sa colonne vertébrale. Sa poitrine se serra, comprimant ses poumons. S'il l'attrapait ici, il ne ferait pas de scène. Il lui prendrait simplement le bras, sourirait pour s'excuser auprès des témoins et lui chuchoterait quelque chose à l'oreille. Quelque chose sur le fait qu'elle agissait de manière folle. Qu'elle devait rentrer à la maison et prendre ses médicaments. Et les gens le croiraient. Ils le croyaient toujours. Puis il la pousserait dans un taxi, la ramènerait dans cet appartement suffocant, et la vraie punition commencerait. Elle ne pouvait pas y retourner. Elle préférait mourir plutôt que d'y retourner. Ses yeux balayaient frénétiquement le club. La sortie principale était bloquée par l'avancée lente et méthodique de Cameron. Les portes de service étaient gardées par des hommes avec des oreillettes. Il n'y avait nulle part où fuir, nulle part où se cacher, sauf la section surélevée au fond de la salle. C'était un espace VIP, délimité par une épaisse corde de velours. 2 hommes massifs en costume sombre et strict se tenaient à chaque extrémité des marches. La loge elle-même était profondément en retrait, enveloppée d'ombre. Mais elle pouvait distinguer quelques silhouettes assises sur les banquettes en cuir incurvé.
C'était le seul endroit du club où Cameron ne pouvait pas entrer nonchalamment. C'était une île à l'accès restreint. Cameron était à 6 mètres. Il s'arrêta, posant une question à une serveuse. La serveuse pointa en direction des toilettes, en direction de Nora. Le temps ralentit jusqu'à devenir une reptation. La basse de la musique disparut, remplacée par un son aigu et strident dans les oreilles de Nora. Elle devait bouger. Maintenant. Elle n'a pas formulé de plan. Les plans étaient pour les gens qui avaient des options. Nora n'avait que son instinct. Elle se décolla du mur, gardant un grand pilier entre elle et le champ de vision de Cameron. Et elle se jeta pratiquement vers la section VIP. Elle bougea avant que la pensée consciente ne puisse rattraper son instinct de survie. Les 2 gardes au pied des marches VIP étaient distraits. Ils s'occupaient d'un client ivre qui exigeait bruyamment d'entrer. Nora n'hésita pas. Elle baissa la tête, glissa derrière l'épaule droite du grand homme et gravit les 3 marches recouvertes de moquettes. L'air ici était différent, plus froid, plus calme. L'énergie frénétique du club s'estompait, remplacée par une atmosphère de silence lourd et oppressant. Il y avait 4 hommes dans la loge. 3 d'entre eux se tenaient debout, espacés régulièrement sur le périmètre. Ils ne buvaient pas, ils ne parlaient pas, ils observaient simplement. Au centre de la luxueuse banquette en cuir semi-circulaire était assis un seul homme. Il sirotait un verre de liquide ambré, sa posture détendue, presque ennuyée. Il portait un costume sombre sur mesure qui lui allait avec une précision prédatrice. Ses cheveux sombres étaient brossés en arrière, révélant des traits anguleux et une mâchoire qui semblait taillée dans le granit. Il émanait une aura d'autorité absolue. Ce n'était pas un homme qui venait en boîte pour s'amuser. C'était un homme qui possédait la salle, le bâtiment, et probablement le pâté de maison sur lequel il se trouvait. L'entrée de Nora brisa le silence. Les 3 hommes debout bougèrent immédiatement, leurs mains plongeant à l'intérieur de leur veste. Elle ne s'arrêta pas. Si elle s'arrêtait, elle était morte. Elle pouvait sentir la présence de Cameron derrière elle. Elle sentit le moment exact où ses yeux se posèrent sur son dos. Elle n'avait plus d'issue. Nora se jeta sur la courte distance, se précipitant droit sur l'homme au centre de la banquette. Elle tomba sur ses genoux. L'impact fut brutal. Il était solide, inflexible. C'était comme s'asseoir sur un bloc de fer chaud. Nora agrippa les revers de sa veste de costume pour se stabiliser. Sa respiration était saccadée, ses yeux écarquillés par la pure panique. Elle sentit une odeur de cèdre, de tabac de luxe, et la note métallique distincte de l'huile pour arme. Pendant une fraction de seconde, le monde s'immobilisa complètement. L'homme ne tressaillit pas, il ne sursauta pas, ne renversa pas une goutte de sa boisson, ne cligna même pas des yeux. Ses yeux sombres, dépourvus de toute émotion discernable, se fixèrent sur les siens. Ils étaient froids, vides, les yeux d'un homme qui évaluait tout en termes d'actif et de passif. Autour d'eux, la loge explosa en une action silencieuse et létale. Les 3 gardes se rapprochèrent, sortant des armes de leurs étuis. Leurs visages étaient des masques de pure agression. Nora ferma les yeux, s'attendant à être violemment arrachée et jetée au sol. Elle attendit les cris. Ils ne vinrent jamais. Un seul mouvement subtil de l'homme sur lequel elle était assise, une légère levée de 2 doigts de la main tenant le verre, et les gardes se figèrent. Ils ne rengainèrent pas leurs armes, mais ils stoppèrent leur avancée, planant comme des ressorts tendus à quelques centimètres seulement. Nora ouvrit les yeux, sa poitrine se soulevant. Elle baissa les yeux vers l'homme. Puis une main lourde et calleuse se posa sur sa hanche gauche. Ce n'était pas une caresse. C'était une étreinte, une ancre physique là maintenant en place. Nora. La voix trancha le bruit ambiant du club comme une lame de rasoir. Nora tressaillit violemment, se pressant plus près contre la poitrine de l'inconnu. Elle tourna la tête juste assez pour voir les escaliers. Cameron se tenait au pied des marches VIP. Le masque poli et charmant avait complètement disparu. Son visage était marbré de rouge, les veines de son cou saillant contre son col. Ses yeux étaient grands, maniaques, complètement fous. Il avait finalement perdu le contrôle. « Lève-toi » grogna Cameron, faisant un pas vers les escaliers. « Lève-toi tout de suite, Nora. Arrête de faire une scène. » Il fit un autre pas. Les 2 gardes au bas des escaliers, après s'être occupés de l'ivrogne, réalisèrent enfin ce qui se passait. Ils se tournèrent, se plaçant devant Cameron, formant un mur solide de muscles et d'hostilité. « Excusez-moi » dit Cameron, essayant de retrouver son sang-froid, affichant un sourire rigide et affreux.
C'est ma petite amie. Elle a trop bu. Je dois la ramener à la maison. Les gardes ne parlèrent pas. Ils ne bougèrent pas. Ils le fixaient simplement avec des yeux vides et morts. Écoutez. Lâcha Cameron. Sa patience s'effritant. Il essaya de pousser le garde de gauche. J'ai dit qu'elle venait avec moi. Le garde ne le repoussa pas. Il déplaça simplement son poids, attrapant Cameron à la poitrine avec un avant-bras aussi épais qu'un tronc d'arbre, stoppant net son élan. L'autre main du garde reposait nonchalamment sur le renflement sous sa veste de costume. Cameron se figea. Il n'était pas stupide. C'était un tyran, et les tyrans comprenaient la dynamique du pouvoir mieux que quiconque. Il regarda les gardes dans les escaliers. Puis il regarda au-delà d'eux, dans la loge. Il regarda les trois hommes debout, les mains dans leurs manteaux. Finalement, ses yeux se posèrent sur l'homme assis sur la banquette, l'homme sur les genoux duquel sa petite amie se trouvait actuellement. L'inconnu n'avait pas bougé. Il n'avait pas parlé. Il était simplement assis là, sa main agrippant fermement la hanche de Nora, ses yeux sombres fixés sur Cameron. Il n'y avait pas de colère dans son regard, pas de posture, juste une indifférence plate et terrifiante. C'était le regard d'un homme observant un cafard, se demandant s'il devait l'écraser ou non. Cameron déglutit difficilement. L'énergie maniaque le quitta, remplacée par une prise de conscience soudaine et brutale de l'endroit exact où il se trouvait et de qui il regardait. Le sang quitta son visage. Sa mâchoire travailla silencieusement un instant. Il fit un pas lent en arrière, puis un autre. « Très bien », murmura Cameron, sa voix à peine audible par-dessus la musique. Il pointa un doigt tremblant vers Nora. « Tu es morte pour moi. Tu m'entends? Ne reviens jamais. » C'était une menace creuse, une tentative désespérée de sauver un semblant de dignité. Il tourna les talons et s'enfuit pratiquement vers la sortie, se frayant un chemin à travers la foule, jusqu'à ce que les lourdes portes en laiton l'engloutissent. Il était parti. Nora s'affaissa, sa dernière dose d'adrénaline s'évaporant soudainement. Ses muscles devinrent de l'eau. Elle laissa sa tête tomber contre l'épaule de l'inconnu, prenant une inspiration tremblante. Elle l'avait fait. Elle avait survécu. Le soulagement était si intense qu'il lui donna le vertige. « Avez-vous terminé ?» La voix gronda contre sa poitrine, profonde et résonnante. Elle n'était pas forte, mais elle commandait une attention absolue. Nora se raidit. Elle avait presque oublié où elle était. Elle retira lentement sa tête, regardant le visage sombre et impassible de l'homme sous elle. « Oui », chuchota-t-elle, sa voix se brisant. « Merci. Je suis désolée. J'avais juste besoin. » Elle posa ses mains sur ses épaules, avec l'intention de se relever et de glisser de ses genoux. La main sur sa hanche se resserra. Ses doigts s'enfoncèrent dans la chair tendre au-dessus de sa taille, pressant à travers le tissu fin de sa robe. C'était une contrainte claire et indéniable. Nora se figea, son cœur reprenant un rythme frénétique. Elle plongea son regard dans ses yeux, cherchant une trace du gentleman poli qui venait de la sauver. Elle n'en trouva aucune. Il se pencha légèrement. Ses lèvres planèrent à quelques centimètres de son oreille. Quand il parla, sa voix était comme du gravier concassé, complètement dépourvue de chaleur. « Suivez mon jeu. » Nora cessa de respirer. L'instruction n'était pas une suggestion. C'était un ordre, donné avec la certitude désinvolte d'un homme à qui on n'avait jamais désobéi. Elle resta parfaitement immobile, perchée sur le bord de ses cuisses, ses mains planant maladroitement au-dessus de ses épaules. L'homme inclina légèrement la tête, gardant son regard fixé sur l'entrée où Cameron venait de disparaître. Il prit une gorgée lente et délibérée de son scotch. Les glaçons cliquetèrent doucement contre le cristal. « Détendez vos épaules », murmura-t-il, son souffle chaud contre sa mâchoire. « Vous êtes raide comme un cadavre. Si vous comptez m'utiliser comme accessoire, faites au moins en sorte que ce soit convaincant. » Nora força ses muscles à se détendre. Elle baissa les mains, les posant légèrement sur sa poitrine. Sous le coton impeccable de sa chemise, elle pouvait sentir le battement régulier et rythmé de son cœur. C'était exaspérément calme. « Il est parti !» dit Nora, sa voix à peine un murmure. Elle essaya à nouveau de bouger son poids, de s'éloigner. « Vous pouvez me laisser partir maintenant. » La main sur sa hanche ne bougea pas. Au contraire, son pouce traça une ligne lente et délibérée contre son côté, envoyant une vive décharge de conscience à travers son système nerveux. « Il est parti ?» convint l'homme, son ton conversationnel. « Mais mes gardes se demandent actuellement pourquoi je ne leur ai pas ordonné de vous traîner dans la ruelle et de vous briser les jambes pour avoir violé mon périmètre.
C'est une question valable. Je cherche actuellement une réponse. L'estomac de Nora se noua. Elle leva les yeux vers les 3 hommes qui flanquaient la loge. Ils n'étaient plus concentrés sur les escaliers. Leurs yeux étaient rivés sur elle, froids et dans l'attente. Ils attendaient un ordre. J'étais désespéré, dit Nora, les mots sortant en un murmure précipité et frénétique. Elle se tourna de nouveau vers l'inconnu, étudiant les lignes dures de son visage. L'homme qui vient de partir, il allait me faire du mal. Je n'avais nulle part où aller. J'ai juste vu les cordes et j'ai pensé, vous avez pensé que vous utiliseriez ma réputation pour effrayer une nuisance domestique. Finit-il pour elle, ses yeux sombres se tournant enfin pour rencontrer les siens. Vous avez calculé que votre pathétique petit harceleur n'aurait pas le cran de commencer une bagarre avec ma sécurité. Vous avez utilisé ma table comme bouclier. Je ne savais pas qui vous étiez. Mentit Nora. C'était un faible mensonge. Elle ne connaissait pas son nom, mais toute personne dotée d'un instinct de survie de base savait quel genre d'homme occupait la loge centrale du Velvet Room avec 4 gardes armés. Le coin de sa bouche se tordit en un demi-sourire sans joie. Ne me mentez pas, c'est insultant pour nous deux. Vous saviez exactement dans quoi vous vous jetiez. Vous avez simplement décidé que le monstre dans l'ombre était un meilleur pari que le monstre que vous connaissiez. Il posa son verre sur la table basse en verre devant eux. Le son fut un claquement sec qui fit sursauter Nora. Vous avez raison. Admit-elle, sa voix tremblante. Le combat la quittait. Elle était épuisée, vidée par la terreur des 3 dernières heures. Je vous ai utilisé. Je suis désolé. Je n'ai pas d'argent. Mais je vous promets que je vais sortir d'ici tout de suite. Et vous ne me reverrez plus jamais. Elle essaya une dernière fois de s'éloigner. La prise sur sa hanche devint contondante. Vous avez amené vos ordures à ma table, dit-il, sa voix baissant d'une octave, devenant un grondement calme et dangereux. Vous avez perturbé mes affaires. Vous avez compromis ma sécurité. Et vous l'avez fait en vous jetant sur mes genoux devant la moitié de la pègre de la ville. Il se pencha plus près. Son odeur, sombre, masculine et violente, emplit ses sens. Dans mon monde, chuchota-t-il, ses lèvres effleurant le pavillon de son oreille, le sanctuaire n'est pas gratuit. Vous ne pouvez pas m'utiliser comme bouclier humain et simplement vous en aller, parce que la menace immédiate a disparu. Nora déglutit difficilement, sa bouche complètement sèche. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je vous ai dit que je n'ai rien. Vous avez exactement ce que vous avez apporté à cette table, répondit-il, se reculant juste assez pour la regarder dans les yeux. Son regard était analytique, la disséquant, arrachant ses défenses couche par couche. Il observa la robe bon marché, la pochette effilochée, l'épuisement désespéré dans ses yeux. Vous avez vous-même. Une panique différente de la terreur frénétique, inspirée par Cameron, commença à s'accumuler dans son ventre. C'était une peur froide et calculatrice. Elle avait échangé un agresseur chaotique contre un prédateur professionnel. « Je ne suis pas une prostituée », cracha-t-elle, une soudaine poussée de colère l'emportant momentanément sur sa peur. L'homme rit. C'était un son court et dur qui ne contenait aucun humour. « Si je voulais une prostituée, j'en achèterais une, » dit-il avec dédain. « Votre corps ne m'intéresse pas, mais vous me devez une dette pour le service que je viens de vous rendre. Vous avez fait un spectacle public en revendiquant ma protection. Maintenant, les gens vont supposer que vous m'appartenez. Je n'appartiens à personne, » dit Nora avec force, bien que le tremblement de ses mains trahisse sa bravade. « Si, maintenant, » affirma-t-il aussi simplement que s'il annonçait la météo. Il relâcha enfin sa hanche, déplaçant sa main pour faire un geste vers les escaliers. « Vous pouvez vous lever maintenant, mais si vous franchissez ces portes seul, votre ex-petit ami attend de l'autre côté de la rue. Il n'est pas parti. Il se tient près de l'entrée du métro et surveille la sortie. » Le sang de Nora se glaça. Elle tourna brusquement la tête vers l'avant du club, s'efforçant de voir à travers le verre dépoli. Elle ne voyait rien, mais elle savait au plus profond d'elle-même que l'homme disait la vérité. Cameron n'abandonnait jamais aussi facilement. Il attendait qu'elle perde sa protection. « Comment le savez-vous » demanda-t-elle, sa voix creuse. « Parce que les hommes comme ça sont prévisibles, » dit-il, reprenant son verre. « Ce sont des lâches qui se nourrissent de la faiblesse. Il sait que vous n'avez nulle part où aller. Il attend que vous le réalisiez. » Nora s'affaissa de nouveau sur ses genoux, le combat la quittant complètement. Elle fixa la table en verre, sentant le poids suffocant du piège se refermer sur elle. Qu'elle était prise entre un homme qui voulait détruire son esprit et un homme qui pouvait détruire sa vie.
Alors, dit l'inconnu, sa voix prenant une cadence douce et professionnelle. Voici votre réalité. Vous pouvez partir et vous occuper de lui. Ou vous pouvez rester. Vous pouvez sortir d'ici à mon bras. Vous monterez dans ma voiture. Vous dormirez dans une de mes chambres d'amis. Dans un avenir prévisible, vous jouerez le rôle que vous avez commencé ce soir. Nora le regarda, la poitrine serrée. Pourquoi? Qu'est-ce que vous y gagnez? J'y gagne un moyen de pression, dit-il simplement. J'obtiens une diversion utile, et j'ai la satisfaction de savoir que vous me devez une dette que vous ne pourrez jamais rembourser. Il tendit sa main vers elle. C'était une grande main capable, marquée de cicatrices sur les articulations. Une invitation dans l'abîme. Je m'appelle Vincent. Dit-il doucement. Faites votre choix. Nora fixa la main tendue. Elle était grande, la peau sur les articulations pâles et légèrement cicatrisée. La prendre signifiait sauter d'une falaise dans le noir. Mais rester signifiait Cameron. Elle posa ses doigts tremblants dans sa paume. Le poing de Vincent était ferme, se refermant sur sa main avec une finalité glaçante. Il se leva, la tirant avec lui en un mouvement fluide et puissant. « Marchez près de moi », dit Vincent, son ton bas et conversationnel. « Gardez la tête haute. Si vous avez l'air d'une victime, vous en devenez une. » Il n'attendit pas qu'elle traite l'instruction. Il passa devant la table basse en verre, et son équipe de sécurité se réorganisa sans heurts autour d'eux. Deux hommes massifs prirent la tête, se frayant un chemin clair à travers la piste bondée du club. Nora força son menton à se relever. Ses genoux semblaient être en coton, mais la poigne de fer sur sa main l'ancrait au sol. La basse lourde et sourde de la musique du club semblait assourdie, maintenant noyée par le rugissement dans ses propres oreilles. Les clients s'écartaient. Ils ne se contentaient pas de bouger, ils se recroquevillaient, activement loin de l'orbite de Vincent. Nora sentit le poids physique de leur regard. Ils la regardaient avec un mélange toxique de curiosité, d'envie et de peur brute. Elle était le nouvel accessoire au bras d'un homme qui dictait clairement qui respirait l'air dans cette pièce. Ils atteignirent les lourdes portes en laiton, un garde les poussa, et l'air froid et humide de la ville frappa le visage de Nora. Ça sentait l'asphalte mouillé, la nourriture de rue Bon Marché et les gaz d'échappement viciés. Un VUS noir blindé et élégant tournait au ralenti précisément au bord du trottoir. Avant qu'elle ne se dirige vers le véhicule, Vincent serra sa main, la forçant subtilement à faire une pause sur le trottoir humide. « De l'autre côté de la rue », murmura-t-il, son visage détourné d'elle, faisant semblant de regarder vers la voiture au ralenti. « Ne le fixez pas, regardez simplement. » Nora jeta un coup d'œil par-delà les vitres teintées du VUS vers l'entrée lumineuse de la station de métro à 50 mètres au bout de la rue. Cameron était appuyé contre un mur de briques humides sous un lampadaire vacillant. Le col de son trench coat était relevé contre la bruine. Il fumait une cigarette, ses yeux fixés intensément sur la sortie du club. Au moment exact où il la vit, il se décolla du mur, entrant dans la lumière. Le souffle de Nora se coupa. Elle recula instinctivement, son épaule heurtant la poitrine solide de Vincent. « Ne bougez pas », ordonna Vincent tranquillement. Il n'y avait aucune panique dans sa voix, seulement la cadence plate d'un contrôle absolu. Cameron fit 2 pas agressifs en avant, puis s'arrêta net. Il remarqua enfin les hommes qui l'entouraient. Il vit le VUS noir blindé, et il vit le bras de Vincent reposant nonchalamment, possessivement sur la courbe de la taille de Nora. Les lampadaires captèrent les visages durs et impassibles de l'équipe de sécurité. La cigarette de Cameron tomba de ses doigts, grésillant en touchant une flaque d'eau sur le trottoir. Il n'avait plus l'air furieux. Il avait l'air incroyablement petit. La réalité de la situation s'abattit visiblement sur lui. Il n'avait pas affaire à une serveuse isolée qu'il pouvait intimider pour la faire monter dans un taxi. Il regardait une machine qui pouvait l'écraser sans laisser de traces. Il recula lentement dans l'ombre de l'auvent du métro, détournant son visage et se fondant dans l'obscurité. Une sensation étrange et creuse s'épanouit dans la poitrine de Nora. Pendant 2 ans, cet homme avait été l'épicentre de sa terreur. Il l'avait convaincu qu'il était omnipotent, que sa portée était infinie. Maintenant, complètement neutralisé par la simple présence de l'inconnu à ses côtés, Cameron avait juste l'air pathétique. « Montez », dit Vincent, ouvrant la lourde porte arrière du VUS. Nora grimpa sur la banquette arrière caverneuse. Ça sentait le cuir riche et l'ozone. Vincent se glissa à côté d'elle, refermant la lourde porte.
Le clic épais du loquet sonna exactement comme un coffre-fort qui se scelle. Le bruit ambiant de la ville disparut entièrement, laissant un silence lourd et pressurisé. Le chauffeur s'éloigna du trottoir avant même que Vincent ne prenne la peine d'attacher sa ceinture de sécurité. Nora était assise parfaitement droite, pressant son épaule contre le panneau de la porte, mettant autant d'espace physique que possible entre eux. Vincent ne semblait ni s'en soucier, ni le remarquer. Il ouvrit un petit compartiment intégré dans la console centrale, en sortit une tablette mince et sécurisée, et commença à lire. L'écran lumineux éclairait les angles durs et impitoyables de son visage. Il avait l'air complètement détaché, comme si les 20 dernières minutes n'avaient été qu'un léger retard administratif dans son emploi du temps. « Où allons-nous » demanda Nora. Sa voix semblait fine et fluette dans l'air calme et stérile de la voiture. « Chez moi » répondit Vincent, sans lever les yeux de l'écran. « Vous avez dit que je serais une distraction » insista-t-elle, son anxiété exigeant des paramètres. Elle avait besoin de comprendre les dimensions exactes de la cage dans laquelle elle venait d'entrer. Une distraction utile. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vincent soupira, une brève expiration de légère contrariété. Il tapota l'écran de sa tablette, l'éteignant, et tourna la tête pour la regarder. Dans la faible lumière des lampadaires qui passaient, son expression était illisible. « J'ai un accord commercial très sensible qui se finalise au cours du mois prochain », expliqua Vincent, son ton strictement clinique. « Il implique des individus exceptionnellement paranoïaques. Ils cherchent actuellement le moindre signe de faiblesse, d'instabilité ou de motif caché de ma part. Ils s'attendent à ce que je fonctionne comme une machine. Et je vous donne l'air humain. » Déduisit Nora, le profond cynisme de sa vie transparaissant à travers son épuisement. Vincent offrit un sourire court et sans humour. « Vous me donnez l'air occupé. Un homme distrait par une obsession soudaine et intense est un homme qui n'est pas en train de comploter pour assassiner ses partenaires commerciaux. Vous fournissez un récit très visible. Ils concentreront leur énergie sur vous, essayant de comprendre quel levier vous avez sur moi, pendant que je démantèle tranquillement leur infrastructure de l'autre côté. » Nora déglutit difficilement. « Vous m'utilisez comme appât. Je vous utilise comme diversion. » Corrigez à Vincent en douceur. Appât implique que j'ai l'intention de les laisser vous attraper. Je vous assure, Nora, personne ne touche à ma propriété. Le mot propriété flottait dans l'air froid et conditionné entre eux. Ce n'était pas une insulte, c'était simplement un énoncé de fait opérationnel. Elle avait échangé son autonomie contre une escorte lourdement armée. Elle tourna la tête, regardant le flou néon de la ville céder progressivement la place aux rues plus calmes, plus sombres et infiniment plus riches de la banlieue extérieure. Elle avait survécu à la nuit, mais le coup était terriblement absolu. Des grilles en fer s'ouvrirent silencieusement à l'approche du VUS, révélant une longue allée sinueuse, flanquée de pins parfaitement entretenus. Le domaine était immense, une forteresse moderne tentaculaire, construite de verre, d'acier et de pierres sombres et inflexibles. Ça ne ressemblait pas à une maison. Ça ressemblait à un siège social haut de gamme ou à une clinique de réadaptation privée très chère. Le véhicule s'arrêta en douceur sous un large portique brillamment éclairé. Un homme en costume sombre ouvrit la porte de Nora avant même qu'elle ne puisse atteindre la poignée. Elle descendit sur les pavés impeccables, frissonnant alors que l'air humide de la nuit s'accrochait à ses bras nus. Vincent passa devant elle sans un mot, se dirigeant droit vers les lourdes portes doubles de l'entrée principale. Nora hésita une fraction de seconde avant de suivre ses larges épaules. Elle avait $40 et nulle part où aller. L'intérieur était tout aussi impitoyable que l'extérieur. Le hall d'entrée était une vaste étendue résonnante de marbre gris poli et d'éclairage minimaliste encastré. Il n'y avait pas de photographie sur les consoles, pas d'œuvres d'art sur les murs, pas de chaussures ou de clés éparpillées. Aucun signe qu'un être humain vivait et respirait réellement dans cet espace. Arthur, appela Vincent. Un homme plus âgé, impeccablement vêtu d'un gilet sur mesure et d'un pantalon sombre, sortit d'un couloir latéral. Il avait un visage sévère et ridé, mais des yeux intelligents et d'un calme déconcertant. « Monsieur » dit Arthur, son regard se posant brièvement sur Nora pour l'évaluer avant de revenir à son employeur. « Montrez-lui la chambre d'Amiette » ordonna Vincent, retirant sa veste de costume et la tendant à l'homme plus âgé sans regarder. « Demain, faites chercher en ville tout ce dont elle a besoin. Elle est arrivée sans rien. »« Très bien, monsieur, » répondit Arthur. Vincent se retourna vers Nora.
Il avait l'air profondément épuisé. L'adrénaline de la soirée s'était finalement dissipée, laissant derrière elle la coquille froide et pragmatique d'un homme. « Allez avec Arthur, dit Vincent. Verrouillez la porte si ça vous rassure. Ça m'est égal. Demain à 8 heures précises, nous prendrons le petit déjeuner et je vous exposerai exactement ce que j'attends de vous en public. » Il n'attendit pas de réponse ou un signe de compréhension. Il se tourna simplement et monta le grand escalier central, disparaissant dans les ombres lourdes du 2e étage. Nora resta figée au milieu de l'immense hall. Ses doigts se resserrèrent sur sa pochette bon marché, jusqu'à ce que ses articulations lui fassent mal. Elle se sentait absurdement déplacée, un débris de la rue soufflé dans un musée. « Si vous voulez bien me suivre, mademoiselle, » dit Arthur doucement. Sa voix manquait de la froideur terrifiante et absolue de son patron. Elle le suivit dans un long couloir faiblement éclairé, ses baskets usées grinçant légèrement contre le marbre parfait. Arthur poussa une lourde porte en chêne au bout du couloir et s'écarta, lui faisant signe poliment d'entrer. La chambre était immense. Un lit king-size massif dominait l'espace, couvert de draps blancs impeccables et bien tirés. Un coin salon avec 2 fauteuils en cuir était parfaitement aligné devant une cheminée à gaz moderne. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue sur le terrain sombre et tentaculaire, et la lisière des arbres au-delà. C'était objectivement beau, mais complètement stérile. C'était une chambre d'hôtel de luxe destinée à un long séjour d'affaires, pas un endroit pour guérir. Il y a une salle de bain complète attenante, dit Arthur, montrant une porte entr'ouverte. Les serviettes propres sont dans le placard. Si vous avez besoin de quelque chose pour dormir ce soir, je peux vous procurer une chemise propre de la buanderie. Une chemise serait bien, murmura Nora, enroulant ses bras fermement autour de ses côtes. Merci. Arthur hocha la tête et sortit dans le couloir. Il revint un instant plus tard, lui tendant un t-shirt en coton impeccable et plié. « Bonne nuit, mademoiselle, » dit-il, refermant la lourde porte derrière lui. La serrure en laiton cliqueta avec un bruit lourd et définitif. Nora resta parfaitement immobile pendant un long moment. Le silence de la maison était absolu et lourd. Il n'y avait pas de sirène hurlant au loin, pas de voisins criant à travers des cloisons minces, pas de pas lourds arpentant le plancher au-dessus d'elle. Pendant 2 longues années, Cameron l'avait méticuleusement conditionnée à vivre dans un état d'anxiété constante. Elle était programmée pour écouter le tour de clé agressif dans la serrure, le changement soudain de sa respiration, le claquement violent d'un placard de cuisine. Ici, il n'y avait rien à écouter. Elle se dirigea lentement vers le bord du lit et s'assit. Le matelas haut de gamme céda à peine sous son poids. Elle laissa tomber sa pochette sur le sol et enfouit son visage dans ses mains. Le barrage céda enfin. Elle ne sanglota pas bruyamment. C'était une libération silencieuse et angoissante de la pression accumulée. Ses épaules tremblaient violemment, alors que la réalité des 4 dernières heures la submergeait complètement. Elle avait failli être ramenée de force dans cet appartement. Elle avait failli perdre la minuscule et désespérée parcelle de liberté qu'elle avait reconquise. Pour la conserver, elle s'était vendue à un homme qui la regardait comme un actif se dépréciant sur une feuille de calcul. Elle se leva, se débarrassant de sa robe humide et bon marché. Elle la jeta dans un coin de la pièce, haïssant l'odeur de la boîte de nuit et la sueur rance qui collait au tissu synthétique. Elle enfila la chemise en coton surdimensionné qu'Arthur lui avait donnée. Elle sentait fort la lessive chère et l'amidon rigide. Nora entra dans la salle de bain. Les lumières s'allumèrent automatiquement, crues et brutalement vives. Elle se pencha sur le grand meuble lavabo en marbre, appuyant ses mains sur la pierre froide, et fixa son reflet dans le miroir. Il y avait des cernes sombres et violacées sous ses yeux. Ses cheveux étaient un enchevêtrement humide et emmêlé. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une femme fuyant pour sa vie qui avait heurté un mur de briques. Vincent avait dit qu'elle était une distraction, une diversion. Elle était un simple pion dans un jeu violent dont elle ne connaissait même pas les règles. Mais alors qu'elle s'aspergeait le visage d'eau glacée, un petit nœud dur de résolution commença à se former au centre de sa poitrine. Cameron l'avait brisée parce qu'elle l'aimait. Elle lui avait donné le pouvoir de la blesser parce qu'elle croyait sincèrement en l'homme charmant qu'il prétendait être. Vincent était un monstre et il ne perdait pas d'énergie à faire semblant. Il était brutalement honnête sur sa nature impitoyable et ses attentes. Il n'y avait pas d'amour à exploiter ici. Il n'y avait pas de confiance à trahir. C'était une transaction. Il avait besoin d'un accessoire,
Elle avait besoin d'une forteresse. Elle retourna vers la lourde porte de la chambre. Elle tendit la main vers le pêne dormant en laiton, ses doigts effleurant le métal froid. Elle fit une pause. Verrouiller la porte n'empêcherait pas Vincent d'entrer s'il décidait de vouloir entrer. C'était sa maison, ses règles, sa cage. La serrure n'était qu'une illusion de sécurité, une tétine pour les faibles. Nora laissa tomber sa main, se détournant de la porte et la laissant déverrouiller. Elle grimpa dans le lit immense, tirant la couette épaisse et lourde jusqu'à son menton. Elle fixa aveuglément le plafond sombre, écoutant le silence suffocant et coûteux du domaine. Elle était terrifiée, mais pour la toute première fois en 2 ans, elle savait exactement à quoi elle avait affaire. Serma les yeux, préparant son esprit pour la performance de demain. Le matin arriva non pas avec le chant des oiseaux, mais avec le vrombissement mécanique et dur des stores occultants automatisés qui se levaient. Nora plissa les yeux contre l'afflux soudain de la pâle lumière du matin. Elle n'avait pas vraiment dormi. Elle avait flotté dans un état d'animation suspendue, écoutant la vaste et silencieuse maison, attendant une menace qui ne s'est jamais matérialisée. Elle rejeta la lourde couette et entra dans l'immense salle de bain. Elle s'aspergea le visage d'eau froide, passa une brosse dans ses cheveux emmêlés et remit sa robe bon marché. Le tissu synthétique était rêche contre sa peau. Il sentait faiblement l'air vicié du club et la panique. Elle le détestait, mais c'était tout ce qu'elle possédait. En bas, la maison était tout aussi silencieuse. Elle trouva le chemin de la salle à manger en suivant l'odeur âcre et amère de l'expresso. Vincent était assis au bout d'une longue table en acajou poli. Il portait une chemise blanche impeccable, les manches retroussées jusqu'aux avant-bras, exposant un paysage d'encre délavée et de légères cicatrices blanches. Une tablette et 3 téléphones sombres et cryptés étaient disposés avec une précision géométrique à côté de sa tasse de café. Il ne leva pas les yeux quand elle hésita dans l'embrasure de la porte. « Asseyez-vous » ordonna-t-il, tapotant une ligne sur son écran. Nora se dirigea vers la chaise immédiatement à sa droite et s'assit. Arthur se matérialisa d'une porte latérale, posant une assiette d'œufs et de toast devant elle, ainsi qu'une tasse de café noir. Il le versa sans demander comment elle le prenait, puis disparut tout aussi silencieusement. « Mangez, » dit Vincent. « Vous avez l'air complètement vide. Qu'une petite brise vous briserait en 2, et ça ne correspond pas au récit pour lequel je paie. » Nora prit une fourchette, poussant les œufs dans l'assiette en porcelaine. « Je n'ai pas faim. Je n'ai pas demandé votre appétit. Mangez la nourriture. » Il leva enfin les yeux de sa tablette, ses yeux sombres se fixant sur les siens. Ils étaient vifs, analytiques et totalement dépourvus de sympathie. « Nous avons un calendrier très serré, Nora. D'ici ce soir à 20h, la moitié de la ville doit croire que vous êtes la seule et aveuglante faiblesse dans mon armure autrement parfaite. » Elle prit une bouchée forcée du toast. Il avait un goût de cendre. « Comment fait-on ça ? » En créant une image très spécifique, expliqua Vincent, posant sa tablette face contre table. Il se pencha en arrière dans sa chaise, l'étudiant avec un manque d'émotion terrifiant. Les hommes de mon milieu n'acquièrent pas soudainement des attachements désordonnés pour des serveuses avec des harceleurs. Nous calculons, nous utilisons des leviers, nous acquérons des actifs. Pour que j'introduise soudainement une femme comme vous dans mon cercle intime, que je contourne mes protocoles de sécurité et que je vous loge dans ma résidence privée, cela implique une obsession qui défie la logique. Et vos ennemis essaieront d'utiliser cette obsession contre vous. Exactement. Un léger sourire froid toucha le coin de sa bouche. Mes associés finalisent actuellement une fusion logistique massive. Ils cherchent une raison de m'exclure de ma part. Ils passeront les 3 prochaines semaines à être obsédés par vous, à enquêter sur votre passé, à chercher l'angle. Ils gaspilleront leurs ressources à essayer de découvrir pourquoi je me soucie de vous, pendant que je démantèle tranquillement toute leur chaîne d'approvisionnement. Nora avala le pain sec. La réalité de la situation pesait lourdement sur sa poitrine. Elle n'était pas seulement un accessoire, elle était un paratonnerre. Que se passe-t-il s'il découvre que c'est un mensonge? Que se passe-t-il s'il réalise que vous ne vous souciez pas vraiment de ce qui m'arrive? Vincent se pencha en avant, posant ses avant-bras sur le bois poli. La distance entre eux disparut. Ils ne le découvriront pas. Parce que vous allez être parfaite. Il tendit la main à travers la table, sa grande main s'enroulant autour de sa mâchoire. Ses doigts étaient chauds, rugueux et sans compromis. Tu ne seras pas, mais la prise était absolue. Il inclina légèrement sa tête, la forçant à maintenir le contact visuel. Quand nous serons en public,
Vous ne vous recroquevillerez pas, ordonna-t-il, sa voix tombant à un grave rauque et résonnant. Vous ne tressaillirez pas. Vous me regarderez comme si j'étais le seul point fixe de votre univers. Quand je vous toucherai, vous vous pencherez vers moi. Vous porterez les vêtements que je vous fournis, vous parlerez quand on vous parlera, et vous projetterez une confiance absolue et inébranlable. Le cœur de Nora martelait contre ses côtes. Elle avait peur de lui, mais elle avait plus peur de l'homme qui se tenait au coin de la rue. « Et si je fais tout ça, si vous faites tout ça, vous me gardez en vie, » dit simplement Vincent. Il relâcha sa mâchoire, sa main se retirant vers sa tasse de café. « Et quand l'accord sera conclu dans 30 jours, je vous donnerai une nouvelle identité, un compte en banque bien garni et un aller simple pour n'importe quelle ville du monde. Vous ne reverrez plus jamais votre ex-petite amie. Vous ne me reverrez plus jamais. 30 jours. 1 mois à jouer à un jeu de faux-semblants mortel. » Elle regarda les téléphones cryptés sur la table, le lourd verre blindé des fenêtres de la salle à manger. Cameron était un terroriste chaotique et émotionnel. Vincent était une machine. Elle savait comment survivre à une machine. « On suit les règles. »« D'accord, » dit Nora, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. « 30 jours, mais j'ai besoin d'une chose de votre part. » Vincent haussa un sourcil. « Vous n'êtes pas en position de négocier. »« Je le suis si vous voulez que ça marche, » rétorqua-t-elle, se surprenant elle-même. Une petite étincelle de défi s'alluma dans sa poitrine. « Je ne serai pas tenue dans l'ignorance. Si je dois être assise dans une pièce avec des hommes qui veulent vous tuer, je dois savoir qui ils sont. J'ai besoin de noms. J'ai besoin de visages. Je ne peux pas faire comme si j'appartenais à votre monde si j'ai constamment peur de poser la mauvaise question. » Un silence s'étira sur la table. Vincent la fixa, ses yeux se plissant légèrement. Pendant un long moment tendu, elle pensa qu'il pourrait la jeter dehors sur le champ. Puis il tapota l'écran de sa tablette, la réveillant. Il la fit glisser sur la table en acajou jusqu'à ce qu'elle repose à côté de son assiette d'œufs intacte. Une grille de 6 visages la fixait. Des hommes en costume chair avec des yeux durs et impitoyables. « Mémorisez-les », ordonna Vincent, prenant son café. « En commençant par Léo Carmine, nous dînons avec lui ce soir. » Les vêtements commencèrent à arriver à midi. Arthur fit entrer une équipe de 3 femmes aux lèvres pincées dans la chambre de Nora. Elles ne lui parlèrent pas, ne lui demandèrent pas ses préférences et n'offrirent pas de conversation polie. Elles se déplaçaient avec une efficacité militaire, ouvrant des housses à vêtements épaisses et noirs mat, et disposant un arsenal très sélectif de soie, de cachemire et de laine structurée. Ce n'était pas un relooking, c'était un équipement tactique. Elles l'habillèrent d'une robe nuisette gris anthracite qui épousait ses côtes et tombait parfaitement à mi-mollet. C'était simple, complètement sans fioriture, mais le poids de la soie et la précision de la coupe criaient une richesse impossible. Elles lui attachèrent un bracelet tennis en diamant délicat et douloureusement lourd autour du poignet gauche. On aurait dit une menotte. Une paire de talons aiguilles noirs pointus complétait l'uniforme. Quand elles partirent enfin, Nora se tint devant le miroir en pied. Elle ne reconnut pas la femme qui la regardait. La serveuse épuisée et terrifiée dans sa robe synthétique bon marché avait disparu. À sa place se tenait un actif élégant et poli. Elle avait l'air chère, elle avait l'air intouchable. Un coup sec brisa sa concentration. Vincent ouvrit la porte sans attendre de réponse. Il était vêtu d'un costume bleu marine foncé qui lui allait comme une seconde peau, un changement subtil par rapport au noir austère qu'il portait la nuit précédente. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, ses yeux sombres la balayant de la pointe de ses chaussures au sommet de sa tête. Il ne sourit pas. Il ne lui fit pas de compliments. Il évalua simplement le travail. « Ça passe », dit-il finalement. Il vérifia une lourde montre en argent à son poignet. « La voiture attend. Vous vous souvenez du briefing ? Léo est paranoïaque, parle trop et cherche les micro-expressions. Gardez la bouche fermée et les yeux sur moi. » Ils sortirent en silence vers le VUS qui tournait au ralenti. Le trajet de retour en ville semblait entièrement différent de la fuite frénétique de la nuit précédente. Nora était assise rigidement contre le siège en cuir, fixant les lumières floues de la ville. Elle se sentait comme un soldat se dirigeant vers une zone de largage. Le restaurant était un établissement profondément exclusif et faiblement éclairé, niché dans le quartier financier. Il n'y avait pas de fenêtres, seulement de lourds rideaux de velours et des boiseries en acajou. L'air sentait la moelle osseuse rôtie
et le vin à 2000 $. Vincent n'attendit pas le maître d'hôtel. Il contourna complètement le pupitre d'accueil, plaçant fermement sa main dans le creux du dos de Nora. Le contact envoya une décharge d'électricité directement le long de sa colonne vertébrale. Ce n'était pas une pression douce et directrice. C'était lourd, propriétaire et absolu. Il la marquait au fer rouge devant toute la salle. Il la dirigea vers une grande banquette circulaire dans le coin le plus reculé du restaurant. 2 hommes étaient déjà assis. L'un était un garde massif et balafré qui se leva immédiatement et s'écarta de la table. L'autre homme resta assis. Leo Carmine ressemblait exactement à sa photo de dossier, mais l'image plate n'avait pas capturé son énergie nerveuse et chaotique. C'était un homme d'une 50aine d'années, portant un costume marron flashy. Il avait des yeux vifs et fuyants et un sourire qui n'atteignait pas son front. « Vincent », gronda Léo, écartant les bras, bien qu'il ne fit aucun mouvement pour se lever. Ponctuel comme toujours. C'est agaçant, honnêtement. Ça nous fait passer pour des nuls. « Léo », répondit Vincent en douceur, son ton plat. Vincent tira une chaise pour Nora. Alors qu'elle s'asseyait, il laissa sa main traîner lentement sur son épaule nue. La friction de son pouce calleux contre sa peau était douloureusement délibérée. Il prit le siège à côté d'elle, tirant sa chaise inutilement près pour que leurs cuisses se pressent l'une contre l'autre sous la table. Les yeux fuyants de Léo se fixèrent immédiatement sur Nora. Il cessa de sourire. L'énergie chaotique disparut, remplacée par un examen froid et calculateur. Il regarda la robe en soie, le bracelet en diamant et la façon dont le bras de Vincent reposait nonchalamment sur le dossier de sa chaise. « Eh bien, » murmura Léo, se penchant légèrement en avant. « Ça, c'est nouveau. Tu n'as pas mentionné que tu amenais une invitée, Vincent. Tu préfères généralement faire des affaires dans le noir. »« Les plans changent, » dit Vincent, faisant signe au serveur. « Nora, voici Leo Carmine, un associé. » Nora força son rythme cardiaque à ralentir. Elle se souvint des instructions de Vincent. Projeter une confiance absolue. Le regarder comme s'il était le seul point fixe. Elle ne tendit pas la main à Léo. Elle lui fit un lent signe de tête dédaigneux, puis tourna immédiatement son visage vers Vincent, offrant un petit sourire incroyablement privé. Vincent capta le regard. Pendant une fraction de seconde, la surprise vacilla au fond de ses yeux sombres. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit une bonne actrice. Il se reprit instantanément, son regard s'assombrissant, alors qu'il lui rendait le sourire, avec une expression d'intention lourde et possessive. Il passa la main sous la table, sa grande main se refermant sur sa cuisse nue. Nora eut un hoquet silencieux, le son étouffé par le bruit ambiant du restaurant. Ses doigts s'enfoncèrent dans son muscle, un rappel brutal de la réalité sous la performance. Il établissait sa domination, s'assurant que Léo voyait exactement qui tenait les rênes. « Un plaisir, Nora », dit Léo, sa voix mielleuse de faux charme. Il ne regarda pas son visage. Il regarda la main de Vincent sur sa chaise. « Vous devez être quelqu'un de très spécial. Vincent ici est célèbre pour son détachement. Je le connais depuis 5 ans, et je ne pense pas l'avoir jamais vu partager un taxi, encore moins une table de dîner. J'aime garder ma vie privée, Léo, dit Vincent en douceur, prenant la carte des vins. Jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui vaille la peine d'être montré. » Son pouce traça un cercle lent et douloureusement délibéré sur la cuisse de Nora sous la table. Son souffle se bloqua. Elle déplaça son poids, appuyant son épaule contre sa poitrine. Elle jouait la comédie, jouant le rôle de l'amante dévouée et obsédée. Mais la chaleur qui émanait de son corps, la confiance absolue dans sa posture, le pouvoir dangereux qu'il dégageait, ce n'était pas un accessoire, c'était réel. Cameron la contrôlait en la faisant se sentir invisible, en lui retirant systématiquement sa valeur jusqu'à ce qu'elle croie qu'elle n'était rien sans lui. Vincent la contrôlait en la traînant sous les projecteurs, en la drapant d'une armure et en défiant le monde de la regarder. Alors que le serveur s'approchait de la table, Nora réalisa une vérité terrifiante. Elle était terrifiée par les hommes assis en face d'elle. Elle était terrifiée par les armes cachées sous leur veste. Mais assise ici, pressée contre le flanc d'un prédateur mortel qui l'avait revendiquée comme sienne, elle se sentait complètement, indéniablement en sécurité. Le 29e jour arriva avec un ciel bas et meurtri et une bruine incessante qui transforma les rues de la ville en miroirs noirs et lisses. Nora se tenait près des fenêtres du sol au plafond du bureau penthouse de Vincent, regardant la circulation ramper sur le pont en contrebas.
Elle portait un tailleur ivoire aujourd'hui, le tissu lourd et chaud contre le froid du verre. Le bracelet en diamant était toujours serré autour de son poignet. Au cours du mois dernier, il avait cessé de ressembler à une menotte et avait commencé à ressembler à une étiquette d'avertissement pour le reste du monde. Elle avait appris le rythme de cet écosystème violent. Elle savait quand baisser les yeux, quand soutenir un regard, et comment servir un verre à un homme qui ordonnait nonchalamment la destruction de l'entrepôt d'un concurrent entre deux bouchées de steak. Elle était devenue une extension de la façade impénétrable de Vincent. Ce soir, c'était la signature finale. La fusion se concluait lors d'une réception privée dans le quartier financier. « Vous êtes à découvert ». La voix de Vincent brisa le léger bourdonnement de la climatisation. Nora ne sursauta pas. Elle se retourna simplement. Il était appuyé contre le lourd cadre en chêne de la porte, l'observant. Sa cravate était défaite, drapée lâchement autour de son cou, et l'épuisement marquait les angles vifs de son visage. Le mois dernier avait été une partie d'échecs brutale, et il l'avait jouée sans faille. « Je regardais les voitures, dit Nora, sa voix stable. Elle comble la distance entre eux, s'arrêtant à seulement 30 centimètres. « Sommes-nous prêts ?»« Léo est désespéré, » répondit Vincent, ses yeux sombres suivant ses mouvements. Ses marges saignent. J'ai étranglé sa chaîne d'approvisionnement ce week-end, et il sait que je le pousse hors du contrat final. Il essaiera de faire un coup ce soir. Ce sera désordonné. Nora soutint son regard. 30 jours plus tôt, ces mots l'auraient plongée dans une crise de panique. Maintenant, elle ressentait simplement un nœud froid et dur d'anticipation. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle. Vincent tendit la main, ses articulations effleurant légèrement le revers de sa veste ivoire. C'était un contact rare, complètement non calculé. Restez visible, restez près d'Arthur. Si Léo vous approche, laissez-le parler. Il veut trouver la faille dans l'armure. Ne lui donnez rien. Quelques heures plus tard, la réception bourdonnait de conversations à voix basse et du cliquetis du cristal. C'était une pièce remplie de prédateurs déguisés en smoking sur mesure. Nora se tenait près d'une imposante sculpture de glace, sirotant un soda, flanquée d'Arthur et d'un autre garde silencieux. Vincent était de l'autre côté de la pièce, flanqué d'avocats, finalisant la destruction de l'empire de Léo sur papier. Belle nuit pour une prise de contrôle hostile. Léo Carmine se matérialisa de la foule, un scotch à la main et une fine pellicule de sueur nerveuse sur le front. Il ignora le changement de posture immédiat d'Arthur et s'arrêta juste devant Nora. L'énergie chaotique qu'il possédait lors de ce premier dîner avait disparu, remplacée par une malice sombre et frénétique. Nora ne recula pas. Elle prit une lente gorgée de sa boisson, projetant un ennui absolu. « Léo, vous avez l'air fatigué. » Sa mâchoire se crispa. Vincent joue un jeu profond. Je lui accorde ça. Il vous a bien utilisé. Une jolie petite distraction, pendant qu'il arrachait le cuivre de mes murs. Il se pencha plus près, baissant la voix à un murmure rauque. « Mais je fais mes devoirs, Nora. Il a fallu creuser un peu, mais j'ai découvert d'où vous veniez. J'ai trouvé le restaurant. J'ai trouvé la dette. » Il fit une pause, attendant qu'elle craque, attendant que la serveuse terrifiée refasse surface. Elle le fixa simplement. « J'ai aussi trouvé un homme très en colère et très pathétique, nommé Cameron. » Continua Léo, un sourire vicieux s'étirant sur son visage. Il était plus qu'heureux de parler. « M'a tout raconté sur votre fragilité, sur la facilité avec laquelle vous vous brisez. Il est assis dans une voiture à 3 pâtés de maison d'ici. Je lui ai dit qu'une fois l'encre sèche ce soir, le contrat de protection de Vincent expire. Je lui ai dit où attendre. » Une pointe d'adrénaline glacée frappa la poitrine de Nora. Cameron, le fantôme de sa vie passée, invoqué par le diable de sa vie actuelle. Léo utilisait son traumatisme comme un instrument grossier et contondant, espérant la secouer assez pour faire trébucher Vincent. Nora regarda le visage en sueur de Léo. Elle pensa aux 2 années à cacher des bleus. Elle pensa aux $40 dans sa pochette bon marché. Puis elle pensa à la certitude froide et absolue de l'homme qui se tenait de l'autre côté de la pièce. Elle sourit. C'était une chose terrible et glaciale. « Vous avez fait une erreur, Léo, » dit Nora, sa voix tombant à un registre doux et dangereux qu'elle ne se connaissait pas. Léo fronça les sourcils. « Excusez-moi, vous pensez que Cameron est ma faiblesse ?» affirma-t-elle, s'approchant légèrement de l'homme plus âgé, le forçant à baisser les yeux vers elle. « Cameron est un cafard. Vous avez fouillé dans les poubelles et amené un nuisible à une fusillade.
Si vous pensez que faire entrer ce lâche pathétique dans mon orbite va me faire tressaillir, vous sous-estimez considérablement à qui j'appartiens exactement. Elle vit le moment exact où la réalisation le frappa. Qu'il ne regardait pas un accessoire terrifié, il regardait une femme qui s'était pleinement assimilée à la violence de son environnement. Une main lourde se posa sur le bas du dos de Nora. La chaleur irradia à travers la doublure en soie de son tailleur. « Y a-t-il un problème ici, Léo ?» demanda Vincent. Sa voix était calme, mais le bruit ambiant autour d'eux sembla mourir instantanément. Léo recula rapidement, ses yeux allant de Vincent à Nora. Juste une conversation. Je félicitais la dame. L'accord est signé, dit Vincent en douceur, sa main tirant Nora contre son flanc. Vous avez 24 heures pour vider les installations portuaires. Si je vois votre visage dans ma ville après-demain, je ne m'embêterai pas avec des avocats. Léo déglutit difficilement, son visage pâle. Il regarda Nora une dernière fois, voyant le mur absolu et inflexible de leur front commun, avant de se retourner et de disparaître dans la foule. Nora expira un souffle lent et tremblant. L'adrénaline commença à se retirer, laissant ses muscles tremblants. Il a trouvé Cameron, chuchota-t-elle, appuyant son poids contre Vincent. Il a dit qu'il attendait dehors. Je sais, dit Vincent, calmement, la dirigeant vers la sortie. Mon équipe de sécurité l'a repéré il y a 20 minutes. Il a actuellement une conversation très éducative à l'arrière d'une camionnette insonorisée. Il sera sur un cargo pour Jakarta avant minuit. Vous n'entendrez plus jamais son nom. Nora s'arrêta de marcher. Elle leva les yeux vers Vincent, son cœur martelant un rythme frénétique contre ses côtes. Il ne l'avait pas seulement utilisé comme diversion. Il avait activement traqué son cauchemar et l'avait effacé. Pourquoi? Demanda-t-elle, sa voix se brisant. Vincent baissa les yeux sur elle, ses yeux sombres, illisibles dans la faible lumière du couloir. Parce que personne ne menace ce qui est à moi. Rentrons à la maison. La lumière du matin se déversait à travers les immenses fenêtres du domaine, projetant de longues ombres austères sur le hall en marbre. Nora était assise à la longue table à manger en acajou. Elle portait ses propres vêtements, un simple jean et un pull gris qu'Arthur lui avait procuré. Les tailleurs, les robes en soie et le lourd bracelet en diamant étaient soigneusement pliés et emballés dans la chambre d'amis. Les 30 jours étaient écoulés. Vincent entra dans la pièce. Il ne portait pas de costume. Il portait un pantalon sombre et un simple Henley noir, les manches retroussées. Il portait une épaisse enveloppe en manille et la laissa tomber sur le bois poli juste devant elle. « Comme convenu », dit Vincent, tirant la chaise en face d'elle et s'asseyant. Un nouveau passeport, une identité stérilisée, les coordonnées bancaires d'un compte offshore avec suffisamment de capital pour vivre très confortablement n'importe où en Europe ou en Amérique du Sud, et un billet d'avion pour un vol charter privé partant à midi. Nora fixa la lourde enveloppe. C'était tout ce pourquoi elle avait désespérément prié un mois plus tôt. La liberté absolue. Une page blanche. Le monstre de son passé avait disparu et le prédateur qui l'avait sauvé honorait son contrat. Elle posa ses mains à plat sur la table. Elle ne tremblait pas. « Vous avez joué votre rôle à la perfection. » Continua Vincent, sa voix totalement dépourvue d'inflexion. Il était redevenu la machine. Léo est neutralisé. La fusion est sécurisée. Mes partenaires sont satisfaits de l'illusion. Vous êtes libre de partir. Nora leva les yeux de l'enveloppe. Elle étudia les lignes dures de son visage, les ombres sous ses yeux, l'immobilité absolue de sa posture. Pendant 30 jours, elle avait dormi au bout du couloir d'un homme qui commandait un empire violent. Elle s'était assise dans des pièces avec des tueurs et des voleurs. Pourtant, en regardant la porte, elle réalisa qu'elle ne s'était jamais sentie aussi en sécurité de toute sa vie. Cameron lui avait promis l'amour et lui avait donné une cage de terreur. Vincent lui avait promis une cage et lui avait donné une forteresse impénétrable. Il ne lui avait pas demandé de se faire petite. Il l'avait forcée à se tenir droite, l'avait drapée d'une armure et lui avait appris à regarder une menace dans les yeux sans ciller. « Arthur attend dehors avec la voiture », dit Vincent, brisant le silence. Il se leva, lui tournant le dos pour regarder par la fenêtre. C'était un renvoi. La transaction était terminée. Nora ne toucha pas l'enveloppe. Elle repoussa sa chaise, le bois raclant bruyamment contre le sol. Elle se leva et contourna la longue table. Elle s'arrêta juste derrière lui. C'était une montagne d'hommes portant le poids d'un monde vicieux sur ses épaules. «
Je ne veux pas aller en Europe, dit Nora tranquillement. Vincent s'est radis. Il ne se retourna pas. L'argent est propre. Vous pouvez aller où vous voulez. Je ne veux aller nulle part. Il se retourna enfin, ses yeux sombres se plissant alors qu'il la regardait. Le contrat est terminé, Nora. La performance est finie. Il n'y a plus personne de qui se cacher. Je sais, dit-elle, soutenant son regard. Elle fit un pas de plus, violant son périmètre. Je ne me cache plus. Je choisis. Vincent la fixa. Le détachement clinique dans ses yeux se fissurant juste une fraction. Il la regarda comme si elle était une énigme qu'il ne pouvait pas tout à fait résoudre. Ce n'est pas un monde sûr. Je ne suis pas un homme bon. Je n'ai pas besoin d'un homme bon, répondit Nora, sa voix stable et absolue. J'ai besoin de l'homme qui m'a gardé en vie. J'ai besoin de l'homme qui m'a appris à me battre. Elle combla les derniers centimètres entre eux. Elle n'hésita pas. Elle tendit la main, plaçant ses mains à plat contre sa poitrine solide, sentant le battement lourd et rythmé de son cœur. Elle se hissa sur la pointe des pieds, glissant ses bras autour de son cou. Vincent laissa échapper un souffle rauque et saccadé. Ses mains massives se levèrent, agrippant sa taille avec cette intensité familière et contondante. Il ne la repoussa pas. Il la tira contre son corps, l'ancrant à lui. Il enfouit son visage dans le creux de son cou. L'odeur de cèdre et d'huile pour arme l'enveloppa entièrement, réconfortante. Quand il parla enfin, sa voix n'était pas du gravier concassé. C'était un aveu calme et désespéré. Reste. Nora a-t-elle fait le bon choix en échangeant une vie dangereuse contre une autre? Ou la survie consiste-t-elle simplement à trouver un monstre qui se bat pour vous? Si ce voyage sombre et réaliste vous a tenu en haleine, appuyez sur le bouton « J'aime » pour le faire savoir à l'algorithme. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui aime les romances vraiment crues. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de fiction audio intense et immersive chaque semaine. Laissez un commentaire ci-dessous. Auriez-vous pris l'enveloppe ou seriez-vous resté?